Salut à tous, aujourd'hui nous rejoignons donc Jérémy Mister137, un collègue passionné par beaucoup de choses, mais plus particulièrement par les alignements sacrés ou non aléatoires, comme lui-même dirait. Alors juste 2 mots sur ce point de rendez-vous, la fontaine de Bernos, un lieu très au calme, caché dans un bosquet d'arbres avec de nombreux chênes, un lieu très mystérieux avec une fontaine ou plutôt une source d'eau ferrugineuse et une origine non déterminée. On nous parle ici d'un lieu de culte celto-druidique, mais j'ai pas trouvé grand chose dessus, et aussi de légendes avec des fées qui viendraient boire de temps en temps, ou une princesse qui aurait fait tomber son épingle à cheveux dans l'eau, ou encore d'un chevalier qui serait tombé là-dedans avec son cheval. Donc rien de vraiment concret si l'on peut dire, si ce n'est ce lieu en lui-même qui respire le mystère, un peu comme si en entrant dans ce bosquet on changeait de dimension. Enfin je me comprends, mais allez-y et vous me direz. On aurait pu passer des heures ici, vraiment on s'y sentait bien, mais on avait affaire. Et oui, car notre sujet du jour, c'est l'alignement mégalithique du Médoc avec Jérémy, et la visite de 4 sites. Mais avant de commencer un petit tour, je voudrais vous faire juste un rappel sur ce que l'on nomme la géométrie sacrée et les alignements non aléatoires. Alors comment faire simple ? Vous avez les chiffres, les nombres spéciaux, les constantes universelles qui sont par exemple pi et phi, puis vous avez la géométrie, avec les formes simples telles que les points, les lignes, les droites, les triangles, les carrés, les rectangles, les cercles, et ensuite la géométrie sacrée, qui est l'assemblage ou l'entrelacement de ces formes qui peuvent former d'autres formes plus complexes comme la spirale par exemple, l'étoile à 5 branches, la graine de vie, la fleur de vie, le métatron, mais bon il y en a beaucoup d'autres. Et puis pour nous, il s'agira de parler ici de géographie sacrée, ou d'alignement sacré, ou non aléatoire encore, qui sont des repères comme des menhirs, dolmens, châteaux, églises, pyramides, tumulus placés volontairement et géographiquement, tels que plusieurs de ces sites soient alignés ou bien soient reliés entre eux par des valeurs mathématiques hautement symboliques. Voyons donc ça avec un peu d'historique sur le sujet. Ce qu'on nous dit, c'est qu'au XVIIe siècle par exemple, William Stokely, un antiquaire anglais, commence à se passionner et se pencher sur les mégalithes de Stonehenge. Il commence à effectuer des mesures et il sera donc le pionnier d'une nouvelle archéologie. 2 siècles passent et on rejoint Alexander Thom qui sera le premier, après avoir mesuré des centaines de sites mégalithiques, à avancer la notion de yard mégalithique, une valeur universelle qui aurait été utilisée du temps de l'élaboration de ces sites. À peu près à la même époque, Alfred Watkins, lui aussi attiré par ces sites mégalithiques, émet l'hypothèse que ces lieux seraient tous reliés entre eux par des lignes imaginaires, et on parle ici donc pour la première fois de ley lines. Je vous ai mis ici 2 exemples de ley lines célèbres, ce sont les 2 ley lines Saint-Michel et Saint-Michael. Je voulais vous parler aussi de Xavier Guichard, qui lui a publié un livre après avoir étudié des alignements, des relations, d'autres ley lines en quelque sorte, avec les villes ayant pour racine Alésia. Il essayait par là de retrouver les racines des premiers peuples européens et voulait aussi prouver que les peuples de l'âge de bronze avaient inventé la géométrie du cercle. René Guénon a lui déclaré « La géographie sacrée est certainement parmi les antiques sciences traditionnelles une de celles dont la reconstitution donnerait lieu actuellement aux plus grandes difficultés, et peut-être même, sur bien des points, à des difficultés tout à fait insurmontables. Et en présence de certaines énigmes qu'on rencontre dans ce domaine, il est permis de se demander si, même au cours des périodes où aucun cataclysme notable ne s'est produit, la figure du monde terrestre n'a pas changé parfois de bien étrange façon. Et puis de nos jours, beaucoup s'intéressent à ce sujet. On peut citer Alan Butler, celui qui a émis l'hypothèse d'une géométrie à 366, c'est-à-dire le fait de diviser le globe en 366 quartiers ou longitudes, plutôt que 360. Il note qu'en faisant cela, bon nombre de anciennes capitales se retrouvent posées sur ces lignes, ainsi que de nombreux sites archéologiques. Je citerai donc juste après Sylvain Tristan, qui reprend en partie l'idée de cette géométrie 366. Il établit notamment des probabilités pour savoir si ces lieux qui tombent magiquement sur ces lignes sont du fait du hasard ou pas. Ici je voulais vous présenter un film qui a été fait sur ce sujet par Marc Bielli avec Sylvain Tristan et aussi Quentin Leplat, un autre chercheur français très inspiré sur ces sujets.
Il y a aussi Didier Coillac qui lui nous a montré et démontré que le château de Chambord de François Ier était lui aussi placé selon un certain alignement, comme quoi donc à cette époque déjà on avait découvert l'importance de ces lignes imaginaires. Howard Crowhurst également qui établit de nombreuses relations entre les sites mégalithiques et qui démontre encore que les anciennes civilisations possédaient des connaissances insoupçonnées jusque-là. Pour essayer d'oublier personne et parce que ce sont des travaux très intéressants et en lien avec tout ceci, j'aimerais citer aussi Éric Lessin qui effectue tout un travail autour du dolmen de la Rochauffée et de la relation Terre-Lune. Mathieu Lavaux qui lui mêle la primosophie avec la géométrie sacrée, ou encore Éric Charpentier qui relie église mégalithe et découvre là encore des choses incroyables. Je vous invite donc à aller visiter leur page YouTube et site internet respectifs si vous voulez toucher un peu plus du doigt ce grand mystère des alignements mégalithiques. Mais revenons maintenant à notre balade du jour avec Mister 137 et voyons donc de plus près cet alignement du Médoc. Il s'agit donc d'un extrait d'une vidéo publiée sur YouTube par Mister 137 et nous sommes là sur la carte de la Gironde avec tous les dolmens recensés dans le département. Vous pouvez vous apercevoir que 3 mégalithes sont isolés à l'ouest de cette carte. Et bien, comme nous le fait remarquer Jérémy, ces 3 mégalithes sont parfaitement alignés. Mais ce n'est pas tout, car Jérémy a découvert que cet alignement pouvait se prolonger encore un peu plus et qu'il atteignait une autre très grosse pierre, mais non recensée dans cette liste de mégalithes. Étrange et très intéressante découverte donc. Mais les travaux de Mister 137 ne s'arrêtent pas là, et vous pouvez donc aller voir la suite de ses recherches sur sa chaîne. Voyez un peu tout ça, ça va très loin, très loin, et c'est du très lourd comme on dit. Allez, je vous laisse vous abonner, et puis nous on part directement sur les alignements. Nord-sud, il y a 1 degré de... À voir si j'arrive à voir... Là ça va être... Ah voilà, un petit peu. Je sais pas, c'est pas... Donc ouais, 3 sites alignés, et là on est sur le premier site. Voilà. Donc ce sont ces 2 petites pierres là. Encore tu trouves ça en Bretagne. T'en as 50 000, forcément tu vas en trouver 3 d'alignés. Donc là on est entre 4 chaînes, hein. C'est des chaînes, hein. C'est des chaînes. On est entre plusieurs chaînes, 5-6 chaînes. Et il y a une dépression. Et environ 1 mètre en dessous du niveau de nos pieds là, 1,50 m, il y a ces 2 pierres et qui dateraient de plusieurs milliers d'années. Et donc c'est le premier site de l'alignement du Médoc. Exactement, le premier site de l'alignement du Médoc. Avec 3 points officiellement mégalithiques, plus une grosse pierre, un 4e point, sur lequel on va aller tout à l'heure. Hein. Parce que... Ah donc il y a 4 sites alors. Il y a 4 sites. Ouais. À Couquec. Il y a une grosse pierre, ça va aller. Mais il est un peu long. Hein. Donc Couquec. Et cette pierre là sur Google Earth, comme elle est grosse, on la voit vraiment, on peut pas la louper. La pierre de Couquec là, il nous en a parlé là, hier, ils en parlaient ça non? Ouais. La pierre de Couquec. Bah oui, il est déjà venu, hein, c'est ça. On l'a activé. Ouais, ah oui, c'est ça qu'il nous a dit. Bon, tout ça pour dire, on est sur 4 points. Et donc ouais. Absolument alignés. 4 points donc alignés. Et il y en a 3 référencés sur le truc et un 4e là qui n'était pas référencé sur les mégalithes. Exactement, c'est une grosse pierre que j'ai trouvée par hasard en me baladant. Ouais. C'est une route que j'emprunte assez rarement. Et je l'ai trouvée un petit peu avant de trouver tout ça. Je me suis dit tiens, elle est sympa cette pierre, je vais t'arrêter. Je m'intéressais déjà un petit peu, une grosse pierre, au gros caillou. Et c'est que plusieurs mois plus tard que j'ai trouvé que ces 3-là étaient alignés et que c'était aligné avec mon 4e et que c'était sur ce fameux méridien mégalithique de Sylvain Tristan, de méridien à 366, sur lesquels on a quand même Babylone, Athènes, Harappa, il y a tout un tas de signes, il y a Tiwanaku, il y a les pyramides de Caral, il y a des... La thèse de Sylvain Tristan, c'est que sur ces lignes de ce méridien à 366, on trouve les berceaux de toutes les civilisations. Athènes c'est un berceau, il y a Harappa, ouais, Harappa aussi, enfin il y en a tout un tas. Teotihuacan, qui est pas des moindres. Et ce qui est très amusant, c'est que si on part sur l'équateur penché,
là où moi, à peu près, je situe ce pôle de l'équateur penché, on est sur 61, la latitude 61 degrés nord, donc on est quand même bien au nord, du méridien à 366, et ce qui donne 60 degrés pile du méridien 360. En fait, c'est la seule latitude, quand 60 rejoint 61, où les deux géométries, la géométrie 360 et la géométrie 366, elles se boum, elles tombent voilà, dessus. parce que 61 c'est dans le... Enfin, voilà. Et donc ça c'est assez marrant, c'est assez marrant. Bon ben voilà, on va parcourir les 4 points. Et ouais, c'est ligne de 366, ouais. Et ça c'est pareil, tout ce dossier de Sylvain Tristan, j'ai écouté ça. Sylvain Tristan, Oleg qui l'a repris aussi. Oleg qui l'a repris aussi, et puis bon d'autres qui en parlent. Mais... Et Sylvain Tristan, avant de toper son livre, il avait fait une ou deux, je sais plus, une émission chez Jean-Claude Carton, que tu connais. Tu connais Jean-Claude Carton. Et une ailleurs, chez Bob je crois. Et en même temps que je découvre cet alignement, machin, tout ça, j'écoute ces émissions, du coup je vérifie, je fais, en plus c'est sur c'est sur une ligne de longitude là, c'est sur des lignes nord-sud. Là, forcément on est sur un alignement nord-sud. Et donc statistiquement on est quand même sur du hautement improbable. Moi je sais pas, je donne pas de conclusion à rien, j'ai pas... Ouais c'est ça, il fait des statistiques en retraçant ces lignes à 366 et c'est en faisant des statistiques qui dit bon bah il y a finalement pas tellement de hasard quoi, ils ont été mis là, statistiquement c'était pas jouable quoi. J'ai pas refait tout son déroulé mathématique qu'il présente dans le livre, j'ai pas vérifié. Mais il serait sur de la probabilité de l'ordre de 1 sur, je sais plus, 1 ou 4 milliards. Ouais. Ça dit au hasard. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, tu vois. Non, puis ça paraît logique, ce 366. Et oui, parce que là, on est sur une géométrie qui prend compte du temps aussi. Avec nos 365 jours, ou 366 levées de soleil par an. Et ouais, ça prend tout son sens aussi. Un peu plus de logique. Ouais. Mais c'est pas un grand diviseur comme 360, alors c'est sûr que c'est moins pratique pour tout ça. Quoi. Donc voilà, au milieu de rien, la pampa. Ah ouais, là il faut le trouver le machin. Au milieu des genêts, il est introuvable le truc si on connaît pas, si on n'a pas la position GPS exacte ou si on connaît pas tout simplement quoi. Moi, nous on serait venu là tout seul, jamais on n'aurait trouvé. Et donc là on voit plus, mais il y a une petite église là-bas qui est vachement on n'y voit pas à 2 mètres quoi. Et elle est dans l'axe. Elle est dans notre axe. Ouais, donc dans l'axe de cette pierre, une petite église, et puis après on continue l'alignement quoi. Non, l'alignement... il est dans ce sens. Ah non, elle est pas dans l'axe de l'alignement l'église. D'accord. Ah moi le nord je le voyais là-haut. Donc je me repérais plus. D'accord. Donc on était complètement perdus, ouais. Allez, on se remet en chemin et direction le tumulus du Bernay donc. Un tumulus pas en très très bon état. Mais voilà, il est ce qu'il est et il fait partie de cet alignement. Là on a un site quand même un peu plus... Si ça se trouve, celui où on était, il est aussi grand ou plus grand. C'est vrai qu'on peut pas trop savoir. Donc deuxième alignement, deuxième point. Exactement, le deuxième point. Voilà, aligné. Voilà. Donc on est un peu moins... Tout à l'heure le point était un peu plus enfoncé là, visuellement dans le sol. Là on est un peu plus au niveau du sol, donc on pourrait dire que c'est des pierres qui dépassent du niveau du sol. Mais on voit qu'ils ont fait des petites saignées et des fouilles, non? C'est
c'est ce qu'ils ont essayé de creuser, ça, à mon avis. C'est ça, c'est les archéologues. Donc c'est les fouilles qui ont été faites. Il y a eu combien de fouilles ici, une fois? Ou chaque été ils reviennent ou... Non, ils ont fait une fois. Ils ont fait une fouille. Ouais, donc ils ont fait des tranchées un peu tout le tour, et là au centre il y avait les pierres. Ils vont laisser tout de suite, hein. Parfois c'est entretenu. C'est tout ça le but. Ah ok. Ouais. Souvent ils viennent mettre un coup de rotofilm quand même. Oh non mais sans déconner. Faites gaffe où vous marchez. Je suis ici, je me tenais juste à l'endroit où t'étais, j'y vais. Ouais. Il y a un écureuil qui est passé là. Il m'a fait flipper. Il est passé comme ça. Il est venu se mettre juste là. Il m'a regardé pendant 1 minute. Ah ouais. Il y a un peu plus de pierres là. Ouais, là on est sur. Bon, ça a été réaménagé, hein, tu vois, le gravier, machin, c'est mis par terre. Et là on voit que c'est de la caillasse partout. Ouais, on voit encore tout le tumulus quoi. Ah, il y a une belle pierre, elle fait combien celle-là? Elle fait bien 3 mètres quoi. Oui, je me suis jamais amusé là. Ah ouais, à l'extérieur de la petite chambre du dolmen, le pendule est bien actif, et dès qu'il passe au-dessus de la chambre, il s'arrête. Il repart à l'extérieur. Et là, quand tu fais ça, c'est quoi? C'est pas par rapport à une question, ou c'est par rapport à ça? Donc on est sur le 4e lieu là, et la pierre de coupe. Donc on a pas beaucoup roulé. la pierre de Koukac. Ouais, donc t'as vu, il est sur la parcelle de plus loin. Et donc cette pierre, pile poil, elle tombe avec ton alignement. Exactement. Tu mets un point sur celle-là et un point sur le premier où on était, là, le petit trou. C'est dingue. Et ça passe par les deux autres. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette pierre? C'est vrai que c'est assez dingue. Parce que ça ressemble à rien en fait. Ça ressemble pas à un menhir. Non. Et c'est pas le même type de pierre qu'on voyait. Là, on est plus sur quelque chose qui m'a l'air granitique, quoi, de la roche. Ouais. Et si tu regardes bien, on a beaucoup de stries comme ça. Tu vois ces stries? Là, et là. Oh, putain, celle-là, c'est grosse. Ça se trouve, elle a été déplacée à l'élingue. Hein. Tu sais, là, avec des grands câbles en. Ah ouais. Ah, tu penses que ça pourrait être des... Ils ont sûrement dû trouver la pierre au milieu du champ dans la vigne et le sortir. Ça pourrait être des lignes de câbles, ouais. Bah oui, au milieu de la ligne, ça devait chier. Mais bon, encore une fois, super bizarre qu'elle se retrouve alignée avec les 3 autres sites au hasard par des vignerons qui auraient tiré une pierre du champ. Exactement. Là, il y a une croix quand même. Non? Attends, C'est pareil, c'est machin des lingues. Regarde là-dedans. Ouais. Là, si tu passes ta main, tu sens comme des stries à l'intérieur. Ah ouais. Mais même on les voit. Il y a plusieurs cavités comme ça qui pourraient croire que c'est fait par l'eau, mais ça n'a aucune
Non, ça marche pas. Et non, se balade toujours avec un aimant. Et c'est vrai qu'en passer l'aimant, c'est pas, tu te sens pas collé, mais tu as l'impression que ça l'attire un petit peu. On fait ça par ici. Et le pendule, c'est vrai qu'il réagit grave. Hein. Là, on a pareil, on a comme si ça avait été carotté. Regarde ce cercle au milieu. Ouais. Merde. On va repérer la sortie. Là, le pendule il tombe grave fort. Hein. C'est vrai que c'est assez la lune. Hein. Oh la vache. Ah ouais. C'est vrai. Comparé à tout à l'heure, là, ouais. On n'est pas aussi fort tout à l'heure. Ah ouais, il est pareil. Ou alors il aime pas le fond. Ouais, et donc là, juste un point d'eau, une source. Encore, donc, dans cet alignement, Jusqu'à il y a pas longtemps, il y avait un près de gros cette lavoir. pierre. Et alors non, tu parles des arbres aussi, hein, qui se divisent. Ouais, mais après, c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. C'est des beaux arbres, il y en a Dans les cycles qui se divisent comme ça en deux ou en trois. pour emménager. Et là, il y avait un grand lavoir. Comme ça, là, comme un sarcophage. Ouais. Donc avec la pompe. Et ici, pas ça peut faire, hein. Voilà. Il est juste là. D'accord. Ok. Ouais, il y a là même la corde pour tirer l'eau et tout. Et bien donc voilà, la journée s'achève ici. On aura visité donc ces 4 sites et cet alignement du Médoc. Merci à Jérémy, merci à lui pour le temps passé ensemble. Vraiment c'était fantastique et on a fini ici sur ce beau coucher de soleil à discuter ensemble encore longuement. Donc voilà, je te dis à bientôt Jérémy et puis je vous dis à bientôt à vous pour une nouvelle vidéo et la suite de ce parcours des Cévennes d'Ercarnac. Salut à tous!